Encore une fois, bienvenue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je suis Diane Guilbeault, présidente de Pour les droits des femmes du Québec, et je suis accompagnée par Leila Lesbeth, qui est membre du conseil d'administration et membre fondatrice de PDF Québec. Elle est également intervenante en milieu scolaire. PDF Québec est un organisme féministe, mixte, non partisan et en faveur de la laïcité. Plus de 600 personnes d'une grande diversité d'origines font partie de notre organisation. C'est chaque fois un honneur que d'être invité dans cette enceinte au cœur de notre démocratie. L'adoption de lois est un processus noble qui exige de la hauteur et de la rigueur. Et c'est dans cette perspective que s'inscrivent nos commentaires sur le projet de loi sur la laïcité. D'entrée de jeu, disons que PDF Québec appuie ce projet de loi attendu, annoncé pendant la campagne électorale et souhaité par une forte majorité de Québécoises et de Québécois, de toutes origines. Je le souligne et je le répète, les femmes et les hommes qui appuient ce projet sont soit nés ici, soit nés ailleurs, croyants, incroyants, pratiquants ou non pratiquants. Bref, la majorité qui appuie ce projet de loi est une parfaite représentation de ce que signifie le concept de majorité dans une démocratie. Quant à nous, à PDF Québec, une des motivations importantes derrière notre engagement en faveur de la laïcité, c'est le droit à l'égalité des femmes. Ce droit à l'égalité gagné tout récemment et de haute lutte ne peut exister dans un contexte de loi religieuse. C'est en s'émancipant des pouvoirs religieux que les femmes ont eu droit à l'égalité, un droit qui s'est construit pas à pas et chaque fois contesté par les religieux. Je fais quelques rappels. La modification de la capacité juridique de la femme mariée en 1964, la reconnaissance du mariage civil célébré par un officier laïque en 1968 et l'égalité des époux en 1980, la décriminalisation de la contraception en 1969 et la décriminalisation de l'avortement en 1989. L'inclusion du principe d'égalité entre les hommes et les femmes dans la Charte des droits et libertés est toute récente, 2008. Le droit à l'égalité des femmes est un droit fragile, sans cesse remis en question, et quand il est remis en question au nom de la religion, on dirait que l'État, les tribunaux, les institutions n'osent plus l'affirmer et préfèrent appuyer le dogme religieux. Je donne des exemples. Le scandaleux accommodement, dit raisonnable, qui a été accordé à la Société d'assurance automobile, eu égard à sa directive qui propose des modalités alternatives à ceux qui refusent de faire affaire avec une femme. La ségrégation raciale est interdite, Dieu merci, mais en vertu de cet accommodement endossé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en 2009, la ségrégation sexuelle devient acceptable. Autre exemple, la Fédération des médecins spécialistes du Québec a rapporté qu'il est parfois devenu impossible pour un médecin d'exercer son métier puisque sa seule présence provoque l'ire d'un mari, ce qui favorise la ségrégation sexuelle. La Cour suprême, qui a jugé que la demande de garder en cours le voile intégral, la niqab ou la burqa, pouvait être recevable dans certains cas. Et enfin, un autre exemple récent, une femme qui, avant même d'être citoyenne canadienne, a contesté la loi pour finalement gagner le droit de prêter serment de citoyenneté à visage couvert avec son niqab. Il est consternant de voir que des dogmes religieux, contraires au droit à l'égalité des femmes, soient ainsi reconnus par l'État et même par des organismes de défense des droits de la personne. C'est dire que ces dogmes religieux font encore partie de l'État et que la séparation du pouvoir religieux du pouvoir démocratique n'est pas achevée. Une loi sur la laïcité est donc nécessaire et nous nous réjouissons des modifications à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui inclut dorénavant la laïcité. Le projet de loi 21 répond donc à de nombreuses attentes de la société québécoise, mais il devrait être renforcé par quelques modifications. Concernant les accommodements religieux, nous sommes d'avis que les critères actuels pour dire qu'un accommodement est raisonnable sont inadéquats quand il s'agit d'accommodements religieux qui remettent en question des règlements, des lois qui ont fait l'objet d'un processus démocratique. Le problème avec les demandes d'accommodement religieux, c'est qu'elles sont basées sur des lois religieuses qui viennent en contradiction avec des lois humaines démocratiques. Les requérants invoquent leurs lois divines qui auraient préséance sur nos lois. Or, ces lois démocratiques sont des choix de société. Et comme le rappelait en 2013 l'ancien ministre libéral, M. Benoît Pelletier, on peut se demander dans quelle mesure on ne devrait pas mieux évaluer le fait qu'une demande d'un individu au nom de sa liberté religieuse puisse remettre en question des choix de société. Prenons l'exemple des demandes de certains Sikhs à l'effet d'être exemptés de l'obligation du casque de sécurité en vertu du Code de la route ou en vertu de la loi sur la santé et sécurité au travail. Ces lois obligeant le port de casque sécuritaire sont en fait un contrat social. S'il y a un accident, toute la société s'engage à soutenir financièrement la victime ou à soutenir ses héritiers. En contrepartie, les citoyens et les citoyennes s'engagent à respecter des règles minimales de sécurité pour prévenir des accidents graves. Pourquoi un tel contrat social pourrait-il être modifié sur la seule demande d'une personne qui invoque sa liberté religieuse?
Les choix de société peuvent être mis en question, mais on peut légitimement se questionner sur le fait qu'une personne puisse s'en exempter automatiquement sur la seule foi de sa croyance. De plus, ces demandes faites au nom de la religion, quand elles sont acceptées pour une personne en particulier, sont automatiquement accordées aux personnes appartenant au même groupe religieux. Ce sont pourtant les individus qui ont des droits. Mais les accommodements religieux sont devenus une façon détournée de reconnaître des droits à des groupes, même si ceux-ci n'ont aucun droit en tant que groupe. Une loi sur la laïcité ne peut avoir de sens si elle permet encore que des règles religieuses puissent arbitrer les rapports de l'État avec ses citoyennes et citoyens. La loi n'est malheureusement pas claire à ce sujet. Les femmes restent donc particulièrement vulnérables. C'est pourquoi PDF Québec souhaite que la loi sur la laïcité de l'État spécifie qu'aucun accommodement religieux ne peut être accordé s'il enfreint le principe de laïcité, le principe de séparation de l'État et des religions, le principe de l'égalité des citoyennes et des citoyens et le principe de la neutralité religieuse de l'État. Pour l'école, nous demandons à ce que la loi soit plus cohérente. La responsabilité de l'école est de former les futurs citoyennes et citoyens et non pas des croyants. Le Québec a demandé un amendement constitutionnel pour faire en sorte que les élèves ne soient plus d'abord considérés comme des catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans, des sikhs, des non-croyants, mais des citoyennes et des citoyens. Cet idéal citoyen ne peut se réaliser avec une équipe école où chaque confession religieuse s'affiche. Il est important de rappeler que la présence du crucifix dans une classe a été jugée attentatoire à la liberté de conscience des enfants. Si le caractère attentatoire du crucifix a été reconnu par les tribunaux, que dire alors du caractère attentatoire d'un symbole religieux porté par l'enseignant avec qui l'élève a une relation affective? Il doit regarder constamment et qui, de plus, incarne l'autorité. Ce constat est au moins aussi vrai pour les enfants dans les services de garde, confrontés à des éducatrices et des éducateurs portant des symboles religieux ostentatoires. Les jeunes enfants et les élèves sont pris en charge sur une longue durée et apprennent à vivre ensemble à un âge où ils sont perméables et sujets aux influences et pressions extérieures. En principe, l'école existe pour leur apprendre à développer leur esprit critique, à acquérir certains outils intellectuels qui leur permettront de forger une idée personnelle sur le monde. L'expression des convictions religieuses des adultes qui en ont la responsabilité ne doit pas leur être imposée et être admise dans ce contexte. Compte tenu de tout cela, nous comprenons difficilement que l'ensemble de l'équipe école ne soit pas soumise aux exigences de neutralité. Il y a là un manque de cohérence évident. PDF Québec croit qu'il faut que l'obligation de neutralité s'applique à toute l'équipe école et, pour les mêmes raisons, devrait être étendue aux éducateurs et aux éducatrices dans les CPE. Et en deuxième point, s'il veut être cohérent, le gouvernement ne peut pas continuer de soutenir un double discours, un favorable à la laïcité et un autre qui considère que la laïcité est une forme de racisme. C'est pourtant ce qu'entendent depuis 10 ans nos enfants dans le cadre du cours ECR, éthique et culture religieuse, plus précisément dans sa partie dite culture religieuse. Les intentions du cours sont sans doute bien bonnes, mais le réel dément ces intentions. On trouve en effet dans les manuels approuvés par le ministre un cumul de stéréotypes sexistes et une folklorisation des pratiques religieuses. Le problème ne tient pas seulement au manuel scolaire, mais au fait que le programme lui-même interdit de critiquer ou de commenter les pratiques religieuses ou culturelles, même si elles sont inacceptables, comme la banalisation de mariage de petites filles de 8 ans. Les pratiques les plus fondamentalistes sont ainsi perçues comme fréquentes ou normales. Et en tant que femme musulmane, je m'objecte également de tout mon être contre le fait que les fillettes et les femmes musulmanes soient toujours représentées portant le hijab, voire même dans certains cas le niqab. PDF Québec croit qu'il faut éliminer dès la rentrée scolaire 2019 le volet culture religieuse du cours ECR. Pour conclure, plusieurs décisions politiques ont façonné le Québec d'aujourd'hui de façon déterminante. Qu'on pense à la nationalisation de l'électricité, à l'adoption de la Charte de la langue française, à la création des CPE. Pour nous, la loi 21 s'inscrit dans cette volonté de modernisation de l'État québécois pour le bien commun.
L'ex-premier ministre, M. Jean Charest, répétait souvent « Les 3 valeurs fondamentales du Québec sont l'égalité entre les hommes et les femmes, la primauté du fait français et la séparation entre la religion et l'État. » C'est cette dernière valeur que la loi 21 vient confirmer. Merci.